T'as lu le livre d'un copain en 10 minutes. Complètement improbable, c'est incroyable. Tu écoutes à une vitesse qui est imperceptible pour nous. Quand un sens est touché, les autres sens se développent. Maxence Praly est un préparateur physique, entrepreneur, spécialiste en micronutrition. À 9 ans, une forme rare de méningite lui fait perdre en grande partie la vue. Aujourd'hui préparateur pour athlètes olympiques, il a développé une méthode kinesthésique de coaching par le toucher qui lui permet de ressentir ce qu'il ne voit pas. J'ai des flashs, on va dire, de quand j'étais gamin. Je me souviens avec la vue que j'ai maintenant. La phrase est folle. Je me souviens avec la vue que j'ai maintenant. J'ai fait du coma, paralysé. Ça a duré combien de temps, ta paralysie ? Entre 6 mois et 1 an. Ah ouais. Derrière, j'ai eu une atteinte au niveau du nerf optique. Par la suite, un de mes oncles m'a passé toute une machine de musculation. Je me suis entraîné dessus. Dans le garage à l'ancienne, comme dans les En films auto. des années 80. Exactement. Mais ouais. Tu coaches aussi des athlètes de haut niveau. Ouais. J'ai commencé des études de kiné. À chaque fois que j'ai aidé quelqu'un à enlever, on va dire, une tension, je le chope derrière. Et la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a duré 4 mois. C'est énorme. Je sens le magnétisme, mais mon but, c'est pas de le développer. Tu vois par le toucher des choses qui ne sont pas visibles par la vue. Je suis vraiment pas sûr que si j'avais pas eu de handicap, j'aurais pu le mettre en place comme ça. Il y a un de tes copains qui a fait un test assez dingo de nutrition. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, alors lui, il a perdu du poids en mangeant des Kinder Country. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, et que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface. Max, je suis hyper content de te recevoir chez nous. Bienvenue chez Préface. Il y a quelques semaines, un événement un peu dur de la vie a fait qu'on était dans un endroit un peu dans le deuil, on va dire. Et dans ces moments-là, il y a toujours de la beauté. Et c'est un de tes petits cousins qui m'a parlé de toi. Ton petit cousin suivait Préface et il m'a dit « Mais attends, faut absolument que tu rencontres Max, que vous parliez tous les deux et tout machin. Il est incroyable, il m'inspire trop, je crois que t'es son héros. » Et voilà, bienvenue chez nous. On est vraiment très heureux. Merci beaucoup de votre accueil. Raconte-moi un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors moi, je suis originaire de Grenoble au départ. Là, je me suis installé à Lyon. Et à Lyon, du coup, j'ai développé, on va dire, le côté professionnel en préparation physique. J'ai aussi une famille, donc j'ai ma femme et mon fils, donc il y a 1 an. Et du coup, l'idée, c'est que j'ai développé sur Lyon ma propre technique de travail autour de la préparation physique en me servant, entre guillemets, de mon handicap au départ. Donc, moi, ce que je voulais, c'était mettre en place, en fait, tout ce qui était travail autour du toucher, mais dans le monde du sport. Du coup, ce que je fais actuellement en coaching, donc ce que je vois pas, je le sens, en fait, avec le toucher ou en posant les questions sur les différentes activations du corps. Et pour que les gens comprennent, qu'est-ce que tu as comme handicap ? Alors, oui. Ça se voit pas ? Tu as l'air en pleine forme. C'est clair. Alors, en fait, moi, je suis déficient visuel. Du coup, je me déplace avec une canne dans la rue. Et du coup, quand je dis déficient visuel, alors j'ai un bol phénoménal, c'est que je vois bien les couleurs. Donc, c'est ça qui me permet en fait de voir. Je vois beaucoup les contrastes et les couleurs. Donc, c'est ce qui me permet de travailler dans ce domaine aussi. Et donc, j'ai adapté mon espace de travail donc à Lyon. Mon studio s'appelle Maximum Evolution. Le maximum, en fait, vient de l'idée que je m'arrête jamais. Je suis toujours à fond. Et c'est des copains, en fait, au départ, qui m'ont appelé Maximum. C'était mon surnom. Et donc, j'ai collé le mot évolution pour l'évolution par rapport au sport, par rapport à la vie, enfin, à tout ce qu'on peut faire pour avancer. Comment tu décrirais dans quel univers tu vis parce que tu peux voir encore un petit peu. Alors, au niveau de la vue, alors, comme je vous disais, moi, je vois bien les couleurs. Et, comment dire, je vois tout, en fait, sauf ce que je vois pas. Donc, en gros, c'est un peu comme si je regardais, on va dire, à travers un grillage un peu épais. Seulement, des fois, le grillage, en fonction de la luminosité, il me gêne plus ou moins. Et donc, je m'adapte, en fait, en fonction de ça.
Et c'est pour ça aussi que j'ai tout adapté autour de moi pour que visuellement je fatigue le moins possible et que je puisse travailler efficacement et en sécurité. D'accord. Et je reprends l'histoire depuis le début parce qu'on va arriver au coaching et comment tout ça est arrivé, mais tu as une particularité, c'est qu'en fait, tu es né en voyant parfaitement bien. Oui. Alors quand je suis né, j'avais quoi? J'avais 13 dixièmes de vision. Donc j'avais même plus que la moyenne. Et limite, je pouvais faire pilote de chasse. Et là, maintenant, il me reste un dixième à tout casser sur que l'œil droit, parce que l'œil gauche, c'est pas quantifiable. Alors, si l'œil droit, je vois un peu comme à travers un grillage, l'œil gauche, je suis plus comme un voile noir un petit peu devant, avec un angle sur lequel je vois un petit peu. Mais du coup, je me suis adapté en fait au fur et à mesure de la vie avec ce handicap. De toute façon, l'être humain, il s'adapte tout le temps. Et je me suis adapté par rapport à ça. Et Et quand là, t'étais... actuellement, c'est vraiment ce qui fait ma force. Ouais, bah ouais, Je suis pas sûr que. Je le dis souvent, mais je suis vraiment pas sûr que si j'avais pas eu de handicap, tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau professionnel ou familial, je suis pas sûr que j'aurais pu le mettre en place comme ça. ça se sent, parce qu'on vient de déjeuner ensemble, tu m'as raconté tout ça, c'est assez incroyable. Et raconte-moi, alors ton enfance, c'est quoi en fait? C'est le sport, tout est... Raconte-moi ton enfance. Alors l'enfance, c'est ouais, le sport, les copains, le sport avec les copains. On jouait pas mal au ballon. Bon, comme tous les gamins, on jouait aux billes, aux cartes, enfin voilà, Mm. tout ce qu'on pouvait. Et du coup, j'ai pu y jouer quand j'étais gamin parce que du coup, je voyais les cartes, je voyais tout ce que je faisais. Et donc, j'ai fait pas mal de sport en dehors. J'ai fait du karaté, je faisais aussi de la musique. Donc, je faisais du saxophone. J'ai commencé tout petit. Saxophone, j'en fais toujours. Mais plus par plaisir. C'est vraiment pour moi que j'en fais pas du tout mon métier. Je le fais que pour moi ou la famille. Et après, pour tout ce qui est sport, ouais, je faisais karaté, j'ai fait un peu d'escalade, j'ai fait du torbal par la suite. Alors en fait, le lien, c'est que du coup, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans, tout allait bien, donc je voyais bien, pas de souci particulier. Après, ma vie a basculé, on va dire. J'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai été touché au niveau de la moelle épinière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, c'est une méningite, exactement. C'était une méningo-encéphalomyélite qui a touché directement la moelle épinière. Donc, ça m'a paralysé Qu'est-ce qui s'est à l'âge passé? de 9 ans. C'est quoi la journée? Tu te lèves, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, le souvenir que j'ai, le premier jour que j'ai, après, j'avoue que la suite a été très floue. C'était le démarrage, c'était je rentre de l'école, gros mal de tête et du mal à supporter la lumière. Donc, ce que j'ai appris plus tard, ça s'appelle la photosensibilité. Je, du coup, je me souviens que j'étais allongé sur le canapé du salon, la tête dans le canapé parce que je supportais pas du tout la lumière et j'avais un gros mal de tête. Et après ça, alors c'est pareil, ça c'est des choses, des flashs que j'ai, mais c'est pas un souvenir complet. J'ai fait du coma. Et c'est suite au coma, après, que j'ai eu tout un tas d'examens, sûrement, pendant que j'étais dans le coma. Et suite au coma, j'ai pu 'fin, savoir à peu près ce que j'avais. Et ils m'ont parlé de méningite, méningoencéphalomyélite, parce que c'est une variété, on va dire, de la méningite. Et à ce moment-là, c'était il y a 20 ans, donc enfin un peu plus de 20 ans maintenant, donc ils ne savaient pas non plus énormément de choses là-dessus. Et du coup, ils ont mis en place des traitements anti-inflammatoires assez puissants qui m'ont aidé. Et par la suite, la maladie a évolué, donc elle a touché la moelle épinière. Moelle épinière, du coup, système locomoteur touché, donc paralysé. Ça a J'ai duré ret- combien de temps, ta paralysie? Alors, c'est pareil, je réponds vraiment, je pense, entre 6 mois et 1 an. Ah ouais, J'ai pas le c'est énorme. souvenir, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu une importante fonte musculaire. Euh, de par j'étais alité, donc ou en fauteuil et je bougeais pas quoi. Du coup, je me souviens que je lisais beaucoup parce que du coup à ce moment-là, j'avais pas du tout de soucis de vue. Je lisais pas mal de bandes dessinées ou de livres de la Bibliothèque Rose. C'était des trucs qui me permettaient de m'évader quand j'étais gamin, quand j'étais à l'hôpital. Et du coup, je faisais des séances de kiné pour essayer de retrouver de la motricité.
Et une fois que j'avais retrouvé, on va dire, cette motricité, donc ça s'est passé en 6 mois, 1 an, j'ai diminué, donc les traitements étaient diminués, voire même limite à arrêter. Et en fait, malheureusement, la maladie donc n'était pas finie, elle était juste endormie, donc elle s'est manifestée en attaquant le nerf optique. Alors encore une fois, ça c'est toutes des choses que j'ai compris moi après, enfin que j'ai compris à l'âge de 9 10 ans, que j'ai eu en compte rendu par des médecins. Du coup, c'est peut-être un peu du flou ce que je me souviens, mais par contre, le cheminement, c'est ça, c'est-à-dire que derrière, j'ai eu une attaque au niveau de une atteinte, pardon, au niveau du nerf optique. Et cette atteinte, plus j'augmentais les doses de traitement, plus la vue montait, et plus je diminuais, plus la vue descendait. Et comme c'était des corticoïdes et que les corticoïdes à long terme, il ne faut pas les garder, surtout à ces doses-là, et ben, le but c'était de les enlever en gardant ce que je pouvais garder au niveau visuel. Et du coup, c'est un professeur de Lyon qui a trouvé un traitement qui a pallié à ce traitement-là des corticoïdes. Et après, la suite, j'ai été scolarisé, donc toujours en milieu classique. Tu savais déjà lire, tu savais déjà Ouais, écrire. alors je savais déjà lire, je savais déjà écrire. Par contre, le truc, c'est que du coup, avec l'atteinte visuelle, je pouvais pas lire longtemps. Je pouvais encore lire à ce moment-là un peu, mais si je lisais trop longtemps, je me fatiguais. En plus, au cours de ça, j'ai développé un nystagmus. Le nystagmus, c'est les yeux qui tremblent, alors soit de droite à gauche, soit de haut en bas, soit un peu les deux. Moi, c'est plus de droite à gauche, ce qui fait que j'avais du mal à fixer en fait les lignes quand je lisais ou quand voilà. Donc j'ai toujours été volontaire pour le faire. J'arrivais même à lire un peu des fois en cours de français quand j'étais en 6e, 5e, même si c'était des fois un peu long, mais mes camarades comprenaient pourquoi. Et Il n'y a pas eu de moquerie d'ailleurs, les copains à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu. T'as senti. Comment ça s'est passé d'ailleurs, alors, ton enfance là-dessus? j'ai été, on va dire, hyper bien entouré. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours su, on va dire, m'entourer de personnes, on va dire, bienveillantes ou d'autres personnes que j'ai rencontrées par la suite, au collège notamment, alors il y a eu quelques moqueries, mais c'est pareil, ça m'a jamais explosé totalement, parce qu'à chaque fois, il y avait un retour des choses qui se faisait. Mhm. Et quand je dis un retour des choses, je donne un exemple, mais c'est devenu un copain par la suite, mais au démarrage, ce gars-là, du coup, venait vers moi, il mettait son doigt devant mon visage et il faisait pour que je suive son doigt, parce qu'il voyait mes yeux qui tremblaient. Et en fait, par la suite, je sais pas comment c'est possible, mais peut-être quelques mois plus tard, il est venu un jour vers moi et il me dit, bah Max, il dit, mes yeux, ils font exactement la même chose que toi. Donc je sais pas d'où c'est venu chez lui, mais derrière, voilà, il y a eu un retour à chaque fois de la situation qui a fait que ça se retournait, on va dire, à mon avantage. D'accord. Voilà. C'est fou C'est comme vrai. histoire. Ouais. Et ouais, on était resté bête avec ça, ouais. Et Et donc, tu continues le sport à ce moment-là déjà? T'as déjà cette appétence avec ton corps enfant à bouger Oui, alors il y a une période où j'ai un peu lâché, mais j'ai pas lâché très longtemps. Je me suis mis à faire des maquettes du Seigneur des Anneaux, donc rien à voir. Mais j'étais fan de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Du coup, j'ai acheté des petites figurines et je peignais en fait les petites figurines avec ma maman. C'est vraiment les figurines du Seigneur des Anneaux, hein. C'est des petites figurines toutes petites comme ça Mhm. qu'il fallait peindre. Et je montais des décors dans ma chambre dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, je faisais ça. Et après, j'ai commencé. Enfin, je faisais pas mal de sport aussi à l'école. On jouait au foot un peu, on tapait le ballon avec les copains entre midi et deux. Ça, c'est pareil, je faisais un peu comme je pouvais. Après, je me suis fait d'autres copains qui faisaient plus eux, de la musculation et tout ça. Et donc, après, entre midi et deux, le ballon a laissé place au bar et on faisait par exemple des tractions ou des pompes avec ce qu'on trouvait. Et après, j'ai découvert l'aviron. L'aviron, j'en ai fait pendant 1 an. Et j'avais envie de me développer aussi. Du coup, je me suis mis de mon côté à faire tout ce qui était pompe, du travail d'haltère pour les biceps, triceps, les épaules. Donc, c'est vraiment des haltères que j'ai récupérés de mon papa et d'un de mes grands-oncles. Et par la suite, un de mes oncles m'a passé toute une machine de musculation et donc je me suis entraîné dessus. Dans le garage à l'ancienne, comme dans les En films auto. des années 80. Exactement. Mais ouais, d'ailleurs, maintenant, si je devais revenir en arrière, et parce que moi, du coup, j'avais pas trop de choses pour travailler les jambes,
Ce que je faisais pour travailler les jambes, c'est que quand il neigeait, je faisais des immenses boules de neige et je les poussais. Et en gros, c'est ça qui me faisait bosser un peu le bas du corps aussi. Mais c'est sûr que le confort que j'ai maintenant, entre les salles et tout ce que j'ai connu après, revenir en arrière, ça serait quand même bien compliqué. Ouais. C'est ça que. T'as Mais bon. l'air hyper tellement à l'aise avec ce que t'as traversé. Enfin, c'est quelque chose qui semble t'avoir renforcé. C'est assez étonnant quand t'en parles. J'ai T'as donc les études, j'imagine, un brevet ou comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait le brevet des collèges. Mhm. Donc, après le brevet des collèges, en fait, j'avais un choix. C'était soit de partir directement en seconde, soit de faire une année un peu comme un redoublement, mais une autre troisième pour aller apprendre le braille. Alors, moi, c'était pas dans l'optique d'apprendre le braille pour apprendre le braille et l'utiliser tout le temps, mais c'était pour, au cas où il y en ait besoin plus tard, que je le connaisse. Et du coup, maintenant, je m'en sers quasiment pas. Je m'en sers que pour lire ce qu'il y avait marqué sur les boîtes de médicaments. Mais bon, du coup, ça m'aide quand même pas mal de ce côté-là. Et donc, j'ai refait une troisième dans laquelle j'ai appris le braille. En fait, j'ai passé un an à apprendre le braille et à me perfectionner là-dessus. Alors, il y a le braille et l'utilisation d'un ordinateur braille que j'ai appris aussi à ce moment-là. Que j'utilise pareil, plus du tout. Maintenant, je suis tout avec l'ordi, la synthèse vocale, enfin On bref, on avec va les écouter boutons. un petit peu après là, ton Ouais, système vocal. Attends, on va le faire ouais, après parce que ça, c'est quand même. ouais, ça C'est c'est. c'est presque le moment de complètement improbable, c'est incroyable. Tu écoutes à une vitesse qui est imperceptible pour nous. C'est la Ouais, réalité. Je veux dire, c'est. l'oreille s'y est fait en fait. C'est toujours, ouais, l'oreille s'y est fait et bah, c'est pareil en fait, c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand un sens est touché, les autres sens se développent plus ou moins. Moi, j'ai réussi à bien développer donc l'ouïe, l'odorat et le toucher. Donc le toucher que je me sers maintenant pour travailler. Et alors l'odorat, bizarrement, je m'en sers aussi, mais c'est plus des fois pour reconnaître des gens dans la rue, mais juste par rapport à leur parfum. Et Mhm. j'arrive à reconnaître les noms des parfums. Donc c'est pareil, enfin, j'ai ce côté-là, mais après le parfum, c'est une passion aussi de mon côté. C'est vrai? Ouais. On a deux amies qui sont parfumeuses. Nous, ici, on est dans un univers où même l'odeur que tu as dans le studio ici, c'est un parfum qui a été fait par une amie qui a eu un accident, qui s'est cassé le genou, qui faisait de l'athlétisme, comme toi, parce que tu as fait de l'athlétisme. Ouais, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. J'en ai pas parlé, mais j'en ai fait beaucoup, ouais, Ouais. quand j'étais gamin. Et elle s'est blessée, et en fait, elle a recouvré son corps, elle s'est réparée avec le yoga, la méditation et le rapport à elle, et elle a créé un parfum autour de ça. Je peux pas donner le nom ici, mais c'est autour de tout ça. Donc, tu vois, l'odeur Ouais, que elle a tu as créé là, son c'est ça. parfum par rapport à Exactement. son histoire et ses émotions et ça. Exactement. Ouais, c'est un peu comme la cuisine, hein. C'est C'est exactement de la la même chose. chimie. Exactement. C'est de la chimie émotionnelle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est trop bien ça, ouais. Bah toi, là, ta chimie à toi, elle est manuelle parce que tu es devenu coach sportif. Donc aujourd'hui, tu as une salle de sport à Lyon, si je dis pas de C'est bêtises. ça. C'est ça. Raconte-moi ça. Alors, je reprends juste au. En fait, j'ai eu mon brevet, après j'ai Mhm. passé le bac. Et en fait, j'ai passé un bac ST2S. Donc, c'est sanitaire et social, c'est tout ce qui touche à la bio. Et en fait, ça m'a toujours passionné le côté corps humain. Et du coup, bah, je voulais travailler en rapport avec le corps humain et aller plus ou moins loin dans ce domaine. Et du coup, derrière, donc, j'ai commencé des études de kiné. Alors, je passe vite fait dessus parce que ça me correspondait pas. Mais derrière, je me suis réorienté et en me réorientant, je suis allé donc dans le sport. J'ai passé un BPGEPS au démarrage. C'est un brevet professionnel pour le sport pour devenir coach sportif. Donc j'ai passé ça, j'ai passé d'autres formations de performance et j'ai passé formation Pilates. J'ai fait aussi de la micronutrition et de la phytothérapie. Donc en fait, Donc ça, c'est tout t'es complémentaire. surqualifié. Bah, en fait, dans l'idée, c'est pas. En gros, c'est ce que je dis quand. Parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont fait, on va dire, des études plus ou moins longues. Donc, on va dire entre, allez, 8 et 12 ans. Mais derrière, en fait, font leur métier et
Alors, sûrement qu'il y a des formations, des mises à niveau, des choses à prendre en compte, mais c'est plus des choses obligatoires par rapport à l'évolution. Moi, je suis plus, c'est ce que je dis depuis que je suis diplômé. Il y en a une fois qui m'a dit, bah, c'est bien parce que toi, ton diplôme, ça se fait en pas longtemps et t'as pas beaucoup de temps d'études. Je dis, bah ouais. Je dis, sauf qu'en fait, t'es en études toute ta vie parce qu'il y a tout le temps des choses qui changent, des choses à revoir, des choses qui se travaillent, qui se développent et du coup, faut jamais s'arrêter, quoi. Et ça va bien avec mon tempérament. D'où maximum. Maximum. Et donc, t'as passé tous ces diplômes. Ouais. Donc, phytothérapie, donc c'est le travail autour des plantes. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Il y a micronutrition, micronutrition. il y a formation de performance. Formation de performance, en fait, c'était des modules qui étaient animés par un ami et collègue, je sais pas si je peux dire son nom, mais Si, vas-y. Ludovic Perge, D'accord. qui, en fait, a cru en moi dès le départ, quand j'ai passé mon BPGEPS, Ouais. c'était mon prof de physio. Ouais. Et par la suite des choses, en fait, c'est devenu un ami et collègue, et du coup, bah, on travaille ensemble assez souvent. Et souvent, bah, il me demande son avis pour pas mal de choses pour le développement de soit ce qu'il fait lui, soit inversement, je l'appelle quand moi j'ai un doute sur quelque chose. Mais en fait, on s'entraide. Alors, il vivait à Lyon, il vit plus à Lyon, mais par contre, on est resté bien amis et contact au quotidien. Comment ça se passe ta salle? Alors raconte-nous, c'est quoi? Comment tu l'as aménagée? Qu'est-ce que tu fais? Combien de gens? Comment tu fais pour coacher avec ton handicap? Alors, la salle, en fait, j'ai pris, il y a deux choses que je propose, c'est soit du coaching individuel, soit du coaching en small group. Donc, individuel, bah, c'est en one-to-one, donc c'est une personne et moi. Donc, soit sportif de haut niveau, soit une personne lambda ou n'importe qui voudrait se remettre en forme. Et dans l'idée, moi, quand je demande de faire un mouvement, je place les mains là où la zone est censée s'activer pour que je puisse ressentir et, entre guillemets, voir avec les mains ce qu'on n'est pas censé voir, on va dire, juste en regardant. Je donne un exemple, mais sur un mouvement de tirage, donc un tirage qu'on appelle horizontal, donc sur ce type de mouvement, on voit souvent, alors si on regarde juste, on voit une épaule qui peut monter ou pas, ou se désaxer, mais on voit pas d'où ça vient. Moi, l'idée, c'est que je viens placer mes mains sur la zone qui est censée s'activer et j'arrive à voir si c'est plus la partie supérieure, la partie moyenne ou la partie inférieure qui s'active ou pas. T'as appris Et- l'anatomie par le toucher? Ouais. Comment t'as fait ça? En fait, en études de kiné, j'étais au démarrage et je m'en suis servi en fait par la suite. Mais du coup, en études de kiné, on avait comment dire, un squelette, un demi-squelette qu'on se baladait avec pour apprendre les os, les différentes parties. Et du coup, on travaillait entre nous parce que c'était une école spécialisée pour les déficients visuels. Et du coup, on était entre nous sur le toucher. On plaçait les mains au niveau musculaire. Et je me suis servi en fait de ce que j'avais appris comme ça pour développer ce côté kinesthésique pour mon métier actuel. Les gens ont repéré ce talent? T'as des gens qui ont repéré ça? Oui, alors au départ, bah, Ludovic Perche que je parlais tout à l'heure là, qui était mon prof, c'est en fait moi je le faisais intuitivement, mais du coup on a approfondi ce travail pour que je puisse l'exploiter pleinement. Et donc bah là, que ce soit sur un gros groupe musculaire ou un petit groupe musculaire, j'arrive à sentir les zones qui s'activent ou pas, avec les différentes connexions. Et c'est pareil, s'il y a des mouvements de tendons qui sont pas censés être là, je les sens aussi. En fait, ouais, c'est incroyable. Tu vois et tu sens des choses, tu vois par le toucher des choses qui ne sont pas visibles par la vue. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et du coup, alors au départ, c'est toujours pareil. J'ai peaufiné, on va dire, le côté dextérité. Mais au démarrage, j'arrivais bien à sentir quand la personne était, j'en sais rien, en débardeur ou en t-shirt. Donc je posais la main sur le muscle et puis je sentais le muscle s'activer. Et là, en fait, je suis arrivé à un point que la personne, en fait, n'a pas forcément, bah, même si elle a, j'en sais rien, une veste à manches longues, j'arrive à ressentir les zones qui s'activent ou pas, s'il y a des tendons qui font un mouvement bizarre ou s'il y a des tensions qui sont présentes et qui ne devraient pas être présentes. Et tu arrives à le corriger ou à leur donner Oui, des indications plus précises. ouais, c'est ça.
J'arrive à tout corriger. Et après, j'ai appris, entre guillemets, j'étais à la bonne école parce que du coup, suite à mes diplômes, j'ai intégré une salle de sport où j'étais responsable, une salle qui faisait 1000 mètres carrés. Et là, en fait, j'ai géré les cours collectifs, j'ai géré le plateau de musculation et, euh, et en fait, j'ai peaufiné mes méthodes dans cette salle-là. Et à chaque fois, en fait, je devais faire une adaptation parce que la salle n'était pas forcément adaptée pour, on va dire, tout le monde. Et je pouvais très bien avoir un cours collectif de, j'en sais rien, 5 personnes, comme un cours de collectif de 35 personnes. Donc, raconte comment tu fais pour coacher 35 personnes comme ça. Au début, c'était galère parce que du coup, je savais pas comment m'y prendre. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me suis bien repéré. Je savais où étaient les affaires que j'avais besoin si jamais j'avais plus ou moins de monde. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'adaptais au fur et à mesure. J'ai toujours adapté, en fait, au fur et à mesure. Et du coup, c'est pour ça que ce que beaucoup, parce que je me suis servi de cette expérience pour développer justement ma salle. En fait, moi, ma salle de sport, c'est un studio de coaching qui fait 86 mètres carrés. J'ai pas voulu prendre trop grand, de par le côté un peu fatigue visuelle qui pouvait être présent dans une salle de 1000 mètres carrés qui là est plus présent du tout. Je fatigue plus du tout visuellement avec l'aménagement que j'ai fait. T'as fait un aménagement avec des couleurs aussi, tu disais. Ouais, et en fait, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, j'ai fait un code couleur et la couleur que je vois le mieux, moi, c'est le bleu. Et donc, tout mon univers autour de Maximum Evolution tourne autour du bleu. Du coup, dans ma salle, il y a un mur qui est bleu, mon logo est bleu. Enfin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des ballons bleus, les ballons de pilates sont bleus. Enfin, il y a pas mal de choses de cette couleur dans ma structure. Et alors, j'ai pas trouvé les haltères bleus, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Et on a trouvé des haltères jaune-orangé. Et donc, qui contrastent bien avec le sol noir, parce que j'ai mis des dalles de protection pour le parquet. Et du coup, ça contraste hyper bien avec Avec la couleur des les haltères. couleurs. Et comme ça, ça me permet de pas me prendre les pieds dedans et savoir où est mon matériel. Et tu prends ton matériel, tu te déplaces assez aisément, tu crées un parcours pour eux, tu vas avec eux. C'est un cours complètement classique, sauf que tu vas venir avec tes mains vérifier le positionnement de chacun. C'est exactement ça. D'accord. Que ce soit en cours de pilates, en cours de renforcement musculaire ou en cours de stretching, c'est exactement de cette façon-là. Et je suis tout le temps en train de poser des questions pour voir si l'étirement ou l'activation se fait bien au bon endroit. Je communique beaucoup en fait avec les gens, c'est pour ça Ce qui les oblige à voir et à penser exactement où ils sont, ce qui est le truc le plus important en musculation, c'est ça, d'activer les bonnes chaînes. c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. De ressentir ce qu'ils font. Et donc, ça dépasse ça aujourd'hui parce que t'entraînes aussi, tu coaches aussi des athlètes de haut niveau. Ouais. J'ai fait, alors, sur Lyon, il y avait 13 athlètes qui faisaient partie de la formation olympique Pour les JO pour les Jeux 2024. de Paris 2024. Et du coup, j'en avais 9 avec moi dans les disciplines donc, de goalball, masculin-féminin. Alors, le goalball, c'est un sport adapté pour déficients visuels. Moi, je faisais partie de l'équipe de France en tant que joueur. Et en fait, ils m'ont laissé le choix soit de revenir sur le terrain, soit de faire la préparation physique. Et j'ai choisi le rôle de préparateur physique. La situation familiale faisait que valait mieux que je fasse ça à ce moment-là parce qu'on attendait le petit. Donc, je voulais pas non plus laisser ma femme toute seule. Et du coup, par contre, j'ai pu, eux, leur faire toute leur préparation physique avant les Jeux de Paris 2024. J'avais aussi une escrimeuse qui a fait le Grand Palais en 2024 aussi. Bon, malheureusement, qui a fini quatrième, mais pour des raisons hyper complexes. J'avais aussi un paracycliste. Le paracycliste, il a refait une médaille de bronze parce qu'à savoir que ça fait des années que je le coach. Et sa première Olympiade, c'était à Tokyo en 2021. Il avait 3 épreuves. Et sur les 3 épreuves, il a fait 2 médailles de bronze et une médaille d'or. Magnifique. Donc c'était déjà un peu le Graal à ce moment-là. Par rapport à ça, j'étais trop heureux, moi, qu'il ait fait ça. Vous avez gardé des liens très forts, vous? Ouais, parce que on se voit moins là maintenant. Enfin, on se voit toujours de temps en temps, mais on se voit un peu moins parce que son emploi du temps, c'est toujours pareil. Comme il a fait pas mal de performances derrière, il a été beaucoup demandé. Donc, comme il est beaucoup demandé, il est moins sur Lyon. Comme il est moins sur Lyon, on arrive moins à se planifier. Mais par contre, on est resté en super bon terme et on se voit des fois, ouais.
Comment ça se passe parce que donc si c'est les Jeux paralympiques, ça veut dire que eux-mêmes ont un handicap. J'imagine que chaque athlète a un handicap différent. Donc tu dois adapter, tu dois réussir à saisir leur sport, leur spécialité, ce qu'ils doivent faire, comment le préparer, à t'adapter aussi à leur handicap. Comment tu fais, comment vous faites ensemble ça? Alors, en fait, ce que je fais, c'est ce que je dis tout le temps, je travaille jamais tout seul quand je connais pas le sport. Par exemple, l'escrime, clairement, c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué moi personnellement. J'ai jamais, enfin, j'ai regardé un peu d'escrime à la télé, mais enfin, j'avais pas ni les termes, ni les bases, ni rien du tout. Et en fait, je me suis rapproché de la discipline à travers donc mon collègue qui était un de mes collègues qui était déjà en train de faire de la prépa physique sur de l'escrime. Et en fait, je me suis rapproché le plus possible en mettant en contact également avec un maître d'armes pour comprendre exactement cette discipline et pouvoir proposer, alors soit des exercices spécifiques sur l'escrime, soit comprendre les différents patterns qui sont demandés en escrime. Quand on parle de patterns, c'est les patterns de poussée et de tirage. C'est des mouvements. En fait, c'est que des mouvements soit en poussée verticale, soit en poussée horizontale. Et pareil, tirage vertical, tirage horizontal. Ce qui est assez étonnant, en fait, qui n'est pas encore assez perceptible là, mais que j'ai envie qu'on creuse tous les deux, Oui. c'est qu'en fait, tu es tout le temps en train d'apprendre. Tu es tout le temps en train de creuser l'apprentissage et d'améliorer ce que tu connais des choses. Quand on a échangé un petit peu avant, on parlait de nutrition, on parlait de phytothérapie, on parlait de beaucoup de choses différentes. Et en fait, quand tu commences un coaching, tu as des questionnaires et ces questionnaires te permettent en fait de creuser et d'approfondir ce que tu vas faire avec la personne par rapport à aux formations que tu as eues. C'est ça. En fait, alors, en gros, quand je commence un coaching dans mon studio, c'est toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une batterie de tests physiques pour voir s'il y a des déséquilibres ou des choses à travailler en priorité pour éviter que ça embête la personne concernée plus tard. Et que ce soit quelque chose qui, entre guillemets, soit du passé et qu'on puisse avancer aussi. Avec ces tests physiques, j'envoie des questionnaires, un questionnaire sur le comportement alimentaire, un questionnaire sur le stress, parce que malheureusement, ça concerne tout le monde, et un questionnaire sur les neurotransmetteurs. Donc, c'est le DNS, c'est dopamine, noradrénaline, sérotonine. C'est l'acronyme DNS. Et du coup, en travaillant sur ces 3 questionnaires, je regarde si la personne a des déficits au niveau des neurotransmetteurs, savoir s'il y a un problème de motivation, s'il y a un problème de sommeil, s'il y a un problème de stress quotidien ou de stress ponctuel, mais c'est du stress quand même. Et si le stress, en fait, on en a besoin le matin pour démarrer parce qu'il y a une production de cortisol, on n'en a pas besoin la nuit, en dormant. Donc à ce moment-là, quand j'ai une personne qui me dit tout le temps, je me réveille tout le temps en pleine nuit, ça veut dire qu'il y a un pic de stress à un moment où il ne devrait pas y en avoir. À part si c'est une personne qui travaille de nuit, mais dans ces cas-là, c'est encore autre chose. Interromps un tout petit instant cet épisode. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder ou d'écouter, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut tout changer pour nous. C'est simplement de vous abonner. Juste en dessous de cette petite fenêtre, vous verrez, il y a une petite cloche. Subscribe, s'abonner. Si vous pouvez cliquer dessus, ça change tout pour la visibilité de Préface. On vous en remercie infiniment. Retour à l'épisode. J'ai une question à te poser. Ouais. Vu que tu as réussi à créer une sensibilité de toucher, est-ce que, tu sais, on sent que on dit que les personnes vibrent. Tu vois, tu parles de réveil la nuit. Je sais que par exemple, ma femme, quand j'ai des grosses périodes de stress avec le travail et tout ça, elle me dit c'est comme si le lit il vibrait, quoi. Tu vois, elle l'exprime comme ça. Et Ouais. est-ce que toi, tu par le toucher, sans que les gens te disent quoi que ce soit, juste par le toucher, tu arrives à ressentir ces stress? Alors, je le sens, alors au toucher, mais je le sens aussi en échangeant, on va dire, avec les personnes que je coach ou même des personnes de mon entourage, hein. Et par contre, il y a quelque chose que j'exploite pas, que j'utilise pas du tout. J'ai du magnétisme, mais enfin, je l'ai du magnétisme. Je sens le magnétisme, mais mon but, c'est pas de le développer. L'histoire, c'est que souvent, quand j'avais une personne qui avait une tension à un endroit, je le sentais qu'il y avait une tension. Malheureusement, je la chopais derrière. Donc, j'ai pas essayé de le développer.
Et puis au niveau énergétique, ça me bouffait pas mal. Donc je l'ai pas développé du tout. Je l'ai, mais j'en fais rien. En fait, on a tous du magnétisme, plus ou moins développé. Alors moi, je sais pas pourquoi, il se développe de plus en plus. Mais par contre, ouais, je sens pas mal quand quelqu'un est stressé à côté de moi ou que je sens qu'il y a un truc, qu'il y a un mood qui est pas bon. En général, ça m'impacte directement. Et ça peut me mettre dans un état, alors pas de stress, mais plutôt de malaise ou de mal-être général. Tu sens par exemple une voix qui vibre ou des choses auxquelles les gens peut-être feraient moins attention dans le stress, comment tu le décris? Non, c'est plus souvent c'est par rapport au rythme de la respiration, par rapport aux phrases qui sont pas terminées, par rapport à la vitesse de déplacement. Il y a plein de choses comme ça. Ou même quand je serre la main à quelqu'un et que sa main elle tremble un peu, si elle tremble un tout petit peu, que c'est pas perceptible, on va dire au visuel, je le sens direct qu'il y a un truc qui est pas top. C'est fou que t'aies développé ça. Et tu veux pas développer cette idée de magnétisme parce que tu as peur de... En fait, à chaque fois que j'ai aidé quelqu'un à enlever, on va dire, une tension, un truc comme ça, mais même si c'était une tension musculaire, je le chope derrière. Et la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a duré 4 mois, donc non. D'accord. Non, merci. Non, parce que du coup, ça impacte mon physique même, donc j'ai pas... non. Et donc, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant que coach sportif? Parce que t'es papa, t'as un petit garçon. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes rencontrés avec ta femme dans vos études de kiné. Elle aussi, elle a un handicap visuel. Oui. En fait, elle a aussi une déficience visuelle. On s'est rencontrés donc, ouais, pendant les études de kiné. Et ça fait 10 ans en fait, qu'on est ensemble. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on est mariés. On a un petit de 1 an qui s'appelle Malo. Et du coup, en fait, on s'organise pour que ça passe, que tout passe. En fait, le week-end, souvent on décroche, on va à droite à gauche, soit dans la famille, soit on voit des amis. Mais ouais, on aime bien notre vie, ouais. On aime bien le rythme qu'on a. Bon, la semaine, moi, comme je viens d'ouvrir mon studio de coaching, forcément, j'ai beaucoup de travail dans la semaine. Donc on se voit un peu moins, mais on se retrouve le week-end. Donc on a trouvé un équilibre un peu entre nous. C'est quoi les plus jolis moments que tu as vécu dans ton coaching? Alors, c'est pas tellement... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a dans le coaching où au départ, la personne est plus ou moins motivée, on va dire, elle sait pas pourquoi elle est trop là, et du coup, d'un coup, elle a un déclic parce que ça lui fait du bien, qu'elle sent qu'elle en a besoin, et du coup, derrière, je sais que, en fait, ce qui se passe souvent, alors c'est pareil, ça m'arrive tout le temps, mais c'est le côté où au départ, c'est la relation professionnelle, on va dire clientèle, puis ça devient professionnel clientèle amitié, puis ça devient clientèle ami quoi. Et au final, on a grandi pareil notre cercle social avec ma femme de façon assez importante. Pas que par le coaching, mais c'est quelque chose qui m'arrive souvent que ça passe de simples clients que je connaissais pas du tout à de l'amitié. Et du coup, on se voit en dehors des séances aussi. Et c'est ce côté aussi social que j'aime bien parce que j'organise alors pas souvent dans l'année parce que ça prend du temps au niveau organisation, mais des repas en dehors du sport, donc entre les différents clients et moi, pour parler d'autre chose que du sport, tout le temps du sport. Et ça permet de faire aussi ce lien social et de se trouver d'autres points communs aussi entre nous. On parlait de nutrition tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose auquel tu fais très attention toi-même déjà ou tu coaches? On parlait, tu sais, de microbiote avec Kaina, qui est une invitée qu'on vient d'avoir sur Préface, où on parlait de la relation qu'il y avait entre les intestins et le cerveau. Ouais. Alors, en fait, je me suis intéressé au microbiote il y a... On est en 2025. Je me suis intéressé au microbiote il y a 6-7 ans. Mais pas pour moi. En fait, au départ, je me suis intéressé au microbiote pour ma femme.
parce que depuis toute petite, elle avait de l'eczéma et qu'elle stressait beaucoup. Et entre-temps, j'ai fait une formation de micronutrition. J'ai rencontré donc un ami et collègue aussi, que j'ai gardé en lien et on se voit quand on peut, parce qu'on travaille beaucoup tous les deux. Mais du coup, euh, je voulais comprendre si l'eczéma pouvait venir du système digestif par rapport au stress. Enfin, je voulais trouver le lien entre tout ça. Et en fait, en travaillant autour du microbiote donc de ma femme, au bout de, on va dire, 25 ans d'eczéma, où chaque hiver, des plaques à plus pouvoir bouger, ou les mains figées parce que trop de douleurs, trop de coupures et tout ça, depuis qu'elle a fait tout le travail autour du microbiote, elle a plus rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait alors comme travail? Elle a fait tout un travail autour de la phytothérapie et autour de la micronutrition en évitant pendant un certain temps tout ce qui était consommation de gluten, tout ce qui était consommation de lactose, et en fait tout ce qui peut causer des inflammations au départ au niveau du système digestif et après au niveau de la surface. La peau qu'on a en surface, elle est de la même composition que la peau qu'on a dans le système digestif. Et en fait, il y a ce qu'on voit à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il se passe encore autre chose qui provoque ce qu'on voit à l'extérieur. Et du coup, l'idée, c'est que elle a fait ça pendant 2 ans. Tous ces conseils au niveau de la micronutrition, en évitant le gluten, en limitant le lactose, enfin tous ces trucs-là. Et elle a plus d'eczéma. Elle a plus du tout d'eczéma. Le seul moment où elle en a refait un peu, mais c'est toujours pareil, c'est au moment de la grossesse. Mais le chamboulement, il est tellement énorme au niveau hormonal que forcément, il y a quelque chose qui ressurgit. Mais ça, c'était au moment de la grossesse. Puis là, c'est parti. Sans refaire. Et c'est ce que je disais avec mon collègue, quand on règle ce problème d'eczéma une fois, on le règle à vie. Enfin, ou au moins pendant les 30 prochaines années. C'est incroyable. C'est un équilibre, ouais, c'est l'homéostasie. Ouais, exactement. C'est ce dont on a parlé qui est vraiment passionnant. S'agit aussi sur l'humeur, le cerveau, les brouillards mentaux, la façon de réagir à des situations. Mm. C'est quelque chose que tu as aussi travaillé dans ton coaching? Oui, alors je travaille autour de la motivation, autour du stress et tout ça, par rapport aux neurotransmetteurs pour aider en fait les gens. Alors c'est pareil, quand on a une envie de sucre, euh, les fameuses fringales, ou les gens qui ont besoin de manger du sucre, on va dire en fin de journée pour relâcher au niveau cérébral, et ben dans ces cas-là, je vais plus chercher à rebooster le rôle principal, enfin, le rôle du cerveau à ce moment-là, c'est d'aider le cerveau à se relâcher au moment de dormir. Et en fait, les gens souvent mangent du sucre, c'est un peu comme l'histoire avec la nicotine. C'est on fume le soir, soit pour aider à s'endormir, soit le matin pour s'aider à s'activer. Souvent, c'est plus ça qui ressort. Et ça diminue le stress en même temps. Parce qu'il y a un neurotransmetteur qui est en plein milieu qui s'appelle le GABA. Et le GABA, c'est un neurotransmetteur qui vient gérer la production de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, clairement. Et quand on fait cette idée de vouloir manger sucré ou le besoin de fumer à certains moments de la journée ou quoi, ça veut dire qu'au niveau des neurotransmetteurs, il y a une activation qui se fait pas ou moins, et du coup, qui est remplacée par un autre comportement. Donc, ce qui aide, on va dire le sucre, par exemple le chocolat typiquement. Quand on mange du chocolat, ça fait du bien. On va dire, on se fait plaisir, mais c'est le cerveau qui perçoit ça comme un moment de bonheur et qui, en se servant du chocolat, se relâche. Et avec la phytothérapie, le but, c'est de booster la production de ce neurotransmetteur. Donc là, pour le coup, c'est la sérotonine. L'agrifonia, qui est une plante, qui vient booster la sérotonine pour diminuer cette envie de sucre et recalibrer la sérotonine et éviter ces envies de sucre au quotidien. Là, en ce moment, c'est l'automne. En automne, entre le changement de saison, le temps qui est un peu plus gris, le froid qui commence à arriver, c'est souvent à ces périodes que j'ai toujours la même question.
j'ai des fringales, j'ai besoin de sucre, donc je vais me manger un peu plus. Et en fait, c'est juste que c'est à ce moment-là qu'il y a moins de lumière, que le froid nous impacte, qu'il y a un changement de rythme aussi, et qu'on va pas, on va dire, vers la meilleure période de l'année, donc l'hiver. Et du coup, il y a une chute de la sérotonine, et cette chute de la sérotonine, elle entraîne tout ce qui en découle derrière. Et la phytothérapie, tu dis, comment tu fais dans ces cas-là? En fait, la phytothérapie, elle intervient, moi je la fais intervenir. Alors, j'utilise pour les neurotransmetteurs. C'est quoi? Pas C'est des que. gélules? C'est des plantes? C'est quoi? Comment c'est Alors, des il y a plusieurs tisanes, formes. Non, il y a plusieurs formes. C'est soit des comprimés. C'est des petits comprimés qu'on peut prendre. Donc, la griffonia, comme je parlais tout à l'heure, c'est un comprimé. Donc, à prendre à certains moments de la journée pour que ça soit optimal. Et ça, en général, en fait, quand moi, je fais des conseils en micronutrition, que je les écris, je dis à quelle heure il faut prendre telle ou telle plante pour qu'elle soit efficace le plus possible. Parce qu'elles se prennent pas toutes au même moment. Et on va pas prendre du ginseng juste avant d'aller dormir. Parce que ça, c'est plus un booster. On n'a pas besoin de dopamine pour aller se coucher. On n'a pas besoin d'être motivé. Mais du coup, ces plantes, ouais, c'est soit sous cette forme-là des comprimés, soit des gélules, soit. Alors, on appelle ça des cantis. C'est pas moi qui les fabrique, hein. C'est un laboratoire avec lequel je travaille. Et ces cantis, en fait, c'est liquide. Ça ressemble un peu à un sirop. C'est une concentration de plantes. Et cette version, en fait, je l'aime bien parce qu'ils n'utilisent pas d'alcool, en fait, pour faire ce truc-là. Donc, il y a pas de risque d'alcool ou quoi dedans et tout le monde peut le consommer. Et en gros, c'est vraiment des décoctions de plantes en concentré et à mélanger dans l'eau parce qu'à boire comme ça, c'est très, très, très fort. D'accord. En goût, c'est vraiment très fort, ouais. Et Je veux bien, parce ça. que là, on est en pleine période d'automne. Tu vois, hier, je suis allé m'acheter du chocolat. Ah ouais, tu vois. La petite fringale. Mais c'est vrai que du coup, ça joue bien. Et l'hiver, il y a la période de Noël. Mais c'est souvent qu'il y a une période où les gens ils mangent un peu plus de sucre, un peu plus de. Il y a la période qui fait ça, mais il y a aussi le côté baisse de morale parce que le temps est mauvais, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la méthode de compter ses calories? Moi, j'utilise l'application Yazio, par exemple, en limitant les pics glycémiques et tout ça. Qu'est-ce que tu penses du comptage calorique? Alors, je trouve ça intéressant dans le sens où ça fait un repère. Ça fait un repère pour voir un peu. On se rend pas compte en fait de ce qu'on prend en calories. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. Mais si vous voulez vous rendre compte, parce que même si une personne n'est pas en surpoids ou quoi, il faut quand même regarder s'il n'y a pas trop de pics caloriques dans la journée et trop de pics de glycémie. Parce que pic de glycémie, qui dit pic de glycémie, ça veut dire que il y a un travail au niveau de l'insuline qui va se faire. Et ce travail au niveau de l'insuline, c'est ce qui se déclenche pas chez les personnes diabétiques. Et en gros, pour éviter le diabète, il faut quand même gérer un minimum ses apports pour pouvoir diminuer ces développements de pics d'insuline, enfin ces développements ou ces pics d'insuline Ce tout qu'on court. appelle l'insulorésistance, c'est ça, non? Alors l'insulinorésistance, ouais, c'est quand en fait l'insuline elle se déclenche soit pas au bon moment, soit pas de la bonne manière, soit trop haute, soit trop basse. C'est plus dans cette idée-là, ouais. D'accord. Donc, pardon, je t'ai coupé sur le calcul calorique. Et non, mais sur le calcul calorique, c'est intéressant parce que ça permet de donner un repère. Parce qu'on se rend pas compte en fait de la quantité de calories qu'on mange dans la journée. Et j'ai n'importe quoi, mais si par exemple les habitudes, on va dire françaises, qui sont pas bonnes trop, c'est typiquement les petits déjeuners. Les petits déjeuners, on n'a pas besoin, moi j'entends ça depuis que je suis gamin, mais on n'a pas besoin de manger du pain avec du beurre et de la confiture dessus pour démarrer la journée. Il vaudrait mieux se coller à ce que font les anglo-saxons avec le petit déjeuner salé, avec les œufs, le bacon ou quoi. D'abord, ça permet d'équilibrer par rapport à la production d'insuline. Donc, il n'y a pas de pic glycémique quand ils mangent ça le matin. Il n'y a pas ou peu. Et ça permet aussi de booster la dopamine. Et c'est là qu'en fait, il y a un lien entre les neurotransmetteurs et la, et la nutrition ou l'alimentation tout court. Si le matin, vous mangez plus des protéines et des lipides, et ben à ce moment-là, vous aurez plus de motivation et moins de coups de fatigue dans la matinée que si vous allez manger, je sais rien, moi, des chocs à pic ou des choses qui font plaisir à manger, on va dire,
Mais ce plaisir, du coup, crée cette idée de relâchement cérébral et donc il y a une panne en C'est ce plein qu'on milieu dit de l'actioning. sur la gravité de ce qu'on donne à nos enfants gamins. Enfants où on leur fait manger des céréales hyper sucrées alors qu'ils devraient manger salé, ou Ouais. pas d'ailleurs, le matin en fonction de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils ont eux comme ressenti personnel, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de manger le matin. C'est ça. Bah, moi, je suis plus dans l'idée où le matin, à la limite, boire au moins quelque chose, au moins pour s'hydrater. Alors, quand je dis boire, je parle pas de café, je parle pas de thé, et je parle pas non plus de jus de fruits parce que c'est. C'est la première chose que Le- bannit la glucose goddess. Elle a dit si je devais enlever un seul truc dans l'alimentation des hommes, tout de suite ce serait les jus de fruits Ah, sucrés. ça, c'est une cata. Ça, c'est clairement, c'est une catastrophe. C'est du sucre, du sucre, du sucre. En fait, on dit, parce que c'est le fruit, c'est l'histoire, c'est l'image du fruit, quoi. Du coup, les gens se disent, bah, j'ai bu un jus d'orange, ça m'aide à me démarrer et des vitamines. Bah, t'aurais bu un coca, c'était pareil. Mm. C'est limite, c'est pareil. Il n'y a pas plus d'intérêt l'un ou l'autre. Et à la limite, le matin, moi, je dirais plus, ouais, si les gens qui ont du mal avec le salé, bah, limite un fruit pour le côté vitamine et le côté énergétique. Et par contre, bien s'hydrater, parce que la nuit, on ne boit pas en dormant. Et du coup, il y a une espèce de déshydratation qui se crée quand même, parce qu'on ne boit pas pendant un certain temps. Et donc, c'est important quand même de relancer la machine le matin. Oui, il paraît que c'est très bon. Ouais, de s'hydrater le matin, mais c'est toujours pareil, sans le thé et sans le café. Hein. Il y a pas... Le thé et le café, c'est déshydratant. Il paraît Mais que tu es bon. entouré de gens assez étonnants. Un ancien champion de bodybuilding. Ouais. Tu parlais de sucre avec des mecs qui font des concours d'alimentation qui n'existent pas. Tu nous as parlé Ouais, de... ouais, en fait, je suis entouré de. En fait, ils sont incroyables parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont passionnées. C'est ce qu'on dit. En fait, moi, j'en fais partie. Hein. Je vis clairement de ma passion. Donc, j'ai pas de limite. Ce qui me limite, c'est bon, j'ai un entourage, j'ai ma famille, j'ai mon bébé, j'ai ma femme. Donc, ce qui me limite, c'est ça. Et heureusement que ça me limite parce que je pourrais travailler, on va dire 7 sur 7 sans m'en rendre compte. Et en fait, c'est juste parce que c'est une passion. Je pourrais en parler pendant je sais pas combien de temps. Et le truc, c'est que mes collègues, ils se fonctionnent exactement de la même manière. Et le seul truc qu'on a tous gardé en tête, c'est de se trouver des moments où on peut s'entraîner. Donc, quand on peut se retrouver, on s'entraîne ensemble. Quand on peut pas, on s'entraîne chacun de notre côté. Mais par contre, on a toujours gardé cette idée d'hygiène de vie, au moins 3 entraînements par semaine chacun pour pouvoir garder le physique qu'on veut et pouvoir rester actif aussi. Et vous faites des tests sur vous-même. Donc il y a un de tes copains qui a fait un test assez dingo de nutrition. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, alors lui, il a perdu du poids en mangeant des Kinder Country. C'est improbable. Raconte-moi ça. Et ça, en fait, l'idée, c'était avec l'application en plus, hein, Yazio, hein, qu'on parlait tout à l'heure. Le but, c'est de c'était de voir en fait au niveau des calories ce qui se passait s'il mangeait juste des Kinder Country à ce moment-là, voir comment le corps allait réagir. Et ben étonnamment, il a perdu du poids. Mais alors, je dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, hein. Mais en fait, l'idée, c'est de voir en fait l'impact des calories. Et donc forcément, il y aura toujours moins de calories dans un Kinder Country que dans tout plein de repas qu'on fait à droite à gauche. Et du coup, il y a eu une perte de poids qui s'est fait, donc moins 4 kilos quand même, en 15 jours, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette perte de poids, elle se fait grâce à cette diminution de calories. Donc on revient dessus. C'est pour ça que l'histoire des Kinder, c'était plus un test, hein, c'était pas le but de promouvoir ou pas Kinder Country. mais par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, comme c'est pas une alimentation saine, forcément, les apports sont pas top. Et du coup, ce qui se passe derrière, c'est que bah, du coup, il a quand même eu des inflammations qui sont réapparues parce qu'il manque forcément plein de choses dans les Kinder qu'on trouve dans le reste de l'alimentation. C'est quoi l'inflammation d'ailleurs? C'est quelque chose que j'ai du mal à définir en fait. On parle toujours, oui, il faut éviter l'inflammation et tout ça, mais c'est quoi? Alors, moi, je l'explique de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, une balance. Cette balance, il y a un côté acide, un côté basique et un côté neutre. Et en fait, l'idée, c'est de garder ce qu'on appelle l'homéostasie, donc le bon équilibre, pour éviter qu'on arrive soit en acidité, soit en basifiant, enfin en côté basifiant, mais qu'on soit toujours entre les deux.
Et l'inflammation, on commence à la ressentir quand, par exemple, il y a des tendinites récurrentes. Et ça, c'est la base de tout. Parce que du coup, ces inflammations-là, je fais le lien avec le microbiote de tout à l'heure. Le microbiote, on va dire que s'il n'est pas en forme, l'inflammation, elle commence de là. Et plus on va la laisser traîner, plus elle va monter, plus l'impact il va être énorme sur le corps. Et plus derrière, il y a des risques de développer des maladies, mais type maladies comme sclérose en plaques, maladie cœliaque, c'est une maladie du système digestif, mais qui ne supporte pas le gluten. Enfin, il y a pas mal de choses qui Cancer. évoluent à cause de ça. Ouais. Il y a cancer, ça en fait partie. Mais cancer, c'est plus sur le côté parasite. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a un peu il y a deux choses. D'où l'importance aussi de consommer des fruits. Maintenant, je vois les jeunes, ils consomment de moins en moins de fruits. Enfin, les gens en général, je dis les jeunes parce que j'ai pas mal de jeunes, mais ils consomment de moins en moins de fruits et pourtant c'est hyper important autant sur le côté vitamines que sur le côté antioxydants. Il y a certains fruits qui sont hyper intéressants comme le kaki qui permettent d'apporter au corps des antioxydants et du coup ça aide le corps pareil à baisser l'inflammation. Parce que on a beau dire qu'on fait Les attention à tout. antioxydants font baisser l'inflammation, c'est ça le lien? Alors, ça fait baisser l'inflammation, mais ça fait surtout baisser ce qu'on appelle les radicaux libres. Et ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Parce que les radicaux libres, c'est quoi? C'est la pollution, l'industrialisation de notre nourriture, le stress. Essentiellement ceux-là. Après, il y en a plein d'autres, mais essentiellement ceux-là. Et malheureusement, on est tous soumis à ces conditions-là. Et en fait, le but, c'est de diminuer avec les antioxydants l'impact de la pollution, l'impact de l'industrialisation, l'impact de tout ce qu'on peut avoir du stress en consommant des fruits. Pas que des fruits, mais les fruits, ça aide. C'est incroyable. Et il y a le curcuma aussi dont tu me parlais. Ouais, alors curcuma, moi j'appelle ça un couteau suisse parce que ce truc-là, c'est. Alors pareil, hein, le curcuma, c'est ce que je dis souvent, c'est pas un. C'est pas le curcuma qu'on peut trouver en supermarché classique. Ou alors il faudra manger une quantité industrielle pour que ça soit autant efficace, mais c'est plutôt du curcuma concentré, donc soit en comprimé, soit à boire. Mais l'idée, c'est que ce curcuma, il va aider alors à faire baisser l'inflammation. C'est un anti-inflammatoire naturel puissant, le curcuma. C'est un antidépresseur et c'est un cicatrisant pour le système digestif. Donc quelqu'un qui a des maux de ventre ou des choses comme ça au départ, je dis pas que c'est que ça, hein, mais c'est toujours pareil. Le curcuma, ça fait pas de mal. Il y a certains traitements où il faut pas l'associer. Et notamment, la phytothérapie, on peut l'utiliser de partout. Là, il y a un paramètre où il faut être méfiant, c'est sur tout ce qui est chimiothérapie. La chimio, c'est là où ça devient compliqué parce que ça déséquilibre tout le corps et du coup, bah, le corps devient acide et il faut trouver juste le bon équilibre et c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. Tu me racontais que malgré ce handicap, tu as participé au Spartan là, dernièrement. Ouais, bah en fait, je suis un peu. En fait, alors, bon, moi je suis déficient visuel, donc si on se croise dans la rue, je me déplace avec une canne. Mais je fais du ski, je fais du vélo, là j'ai fait une course à obstacles il n'y a pas longtemps. Donc une Spartan, là c'était une Spartan découverte. Donc l'idée c'était de ramper dans les champs, de ramper dans des cours d'eau, de marcher dans des cours d'eau, de courir dans les champs, enfin de grimper à des cordes. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait des retournées de pneus de tracteur, il y avait plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est le côté un peu où c'est le côté de dépassement de soi. Alors, j'ai pas forcément besoin de me dépasser ou quoi, mais j'aime bien le faire parce que j'emmène du monde avec moi. Et du coup, ça permet aussi aux gens de s'entraider et de créer cette idée de groupe et d'entraide et je sais pas comment dire, mais de dépassement de soi. Ouais, c'est vraiment Donc en cette fait, idée-là, tu as hein. des gens qui n'ont pas de handicap Oui. et toi tu es devant avec ta canne en leur disant allez en avant, on y va les gars, quoi, Ouais, c'est c'est un ça. peu ça, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Alors au ski, je le fais pas trop, parce que le ski, ça peut vite devenir dangereux. Mais enfin, j'en ai pas fait depuis 10 ans du ski. J'en ai refait l'année dernière, on est allé à l'Alpe d'Huez, c'est une des plus grandes stations d'Europe, enfin même la plus grande, je crois.
au niveau du domaine. Et je me suis senti super à l'aise parce qu'encore une fois, je vois bien les contrastes. Et vu que la neige est blanche et que les combinaisons, souvent, ou les skis, il y a des couleurs, et du coup, ça me permet de voir où je vais quand même. Alors Voilà. que moi, tu vois, rien que les toutes petites bosses comme ça, déjà, ça me déstabilise vachement. Alors après, c'est pareil. Je skie pas jambes tendues, je skie genoux fléchis pour justement faire un peu cet effet ressort. Parce que comme il y a des bosses que je vois, d'autres que je vois pas, et souvent je les vois pas, c'est un peu la surprise à chaque fois. Donc je skie vraiment en mode ressort, ouais. Et donc Edgar après Gros-Piron. une bonne demi-journée de ski cet hiver, on s'est quand même posé parce que moi j'avais les cuisses en feu. J'ai beau être préparé, mais alors là j'étais cuit, là. On a reskié l'après-midi, mais bon, après, quand elle commence à devenir lourde. Mais bon, on va y retourner cette année. Et C'est puis, je quoi fais du VTT, je fais pas mal d'autres choses. C'est quoi ton rêve? Alors, mon rêve, c'était. Alors, c'était parce que j'en ai fait, on va dire, une partie. Au départ, c'était d'avoir ma salle de sport. Donc là, bon, j'ai mon studio de coaching. C'est que j'ai adapté pour moi par rapport au handicap et par rapport à ce que je veux faire. Et ça me permet aussi d'être proche des gens. Ce que j'aimerais, ça serait développer ce concept-là un peu partout en France, voire plus loin, et pouvoir aider et accompagner le plus de personnes possible. Et après, j'ai d'autres ambitions, mais ça va chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire? J'aimerais entrer en contact avec quelqu'un de la sécurité sociale, mais c'est pas des. En fait, ce que je voudrais, c'est que les gens, euh, c'est plus sur le côté, préventif. Faire un peu comme on fait pour les voitures, c'est-à-dire un espèce de contrôle technique, mais sur les personnes, quoi, sur la population, pour voir à peu près où ils en sont sur leur état de santé, sur leur physique, sur leur capacité, pour diminuer tout ce qui risque de blessures, tout ce qui risque de développement de maladie, et tout ce qui risque de soucis de Dépression. vieillesse, dépression, enfin tous ces trucs-là. Et ça, j'aimerais beaucoup me rapprocher de la sécurité sociale pour pouvoir le promouvoir et le mettre en avant. Mais c'est pas évident à mettre en place, ouais. Ah bah, ça s'appelle être ministre de la Santé. Ouais, mais Moi, je pense que tu ferais un super ministre de la Santé. je le connais pas. Le message Puis est lancé. Puis en ce moment, ouais, c'est un peu. En ce moment, tu c'est un restes pas peu resté c'est un longtemps. c'est un peu les chaises. Ah, génial. Ah, C'est un peu merde. les chaises musicales. Là, mais et du coup, bon après, forcément, mon autre rêve, ça c'est un truc qui pourra, je pense, atteignable un jour. Ça serait rien à voir avec tout ce que je fais là. Tout simplement de conduire une voiture parce que là, du coup, moi, je conduis pas du tout. J'ai pas essayé ça pour le coup. Je suis un peu grillé, mais je l'ai pas essayé, je l'ai pas expérimenté. Mais par contre, ouais, conduire, retrouver en fait la vision que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Pour pouvoir, en fait, c'est ce que je me dis. Là, pour le coup, la vue, enfin la perte de vue m'a aidé à. Ça m'a vraiment aidé en fait à me pousser, à me dépasser, à aller chercher toujours plus loin. Maintenant, pour aller chercher encore plus loin, je suis bien entouré. Je suis super bien entouré. J'ai, comme il dirait mon développeur de société, j'ai fait un clin d'œil Eric Patuel. J'ai une étoile au-dessus de la tête. Mais, mais par contre, sur le côté, pour aller encore plus loin, en fait, ça serait que je retrouve aussi de la vision pour pouvoir aller chercher loin, quoi. J'ai vu qu'ils avaient fait une greffe. T'as entendu parler de ça? En Ouais. Australie, je crois. Et C'est ça alors, Où quelqu'un de complètement aveugle a retrouvé la vue. pour le coup, t'es allé chercher loin parce que c'était à Montpellier. Ah merde. Non, mais ça, il y a eu ça en Australie, mais là, il y a eu il y a moins d'un mois en France avec le nerf d'une dent. Exactement, j'ai vu ça. Raconte-moi ça. Mais ça passe. En fait, il a utilisé, d'après ce que j'ai compris, ils ont utilisé le nerf d'une dent, il a reconstitué un œil, Ouais. le chirurgien. Mais c'était sur une personne qui était atteinte, je crois, de la cornée. De la cornée ou de la rétine. De la rétine. Il avait une rétinite, il me semble, due à une allergie, de ce que je me souviens. Et ça a été fait. Moi, dans mon cas, ça marcherait pas. Parce que du coup, moi, en fait, c'est le câblage qui est à moitié mort derrière. C'est le nerf optique directement. C'est un peu comme s'il fallait remplacer tout le système électrique de l'œil. D'accord, Et ça, pour l'instant, il ne le maîtrise pas. d'accord.
Et c'est, on va dire, la partie un peu, pas la plus complexe, mais une des plus complexes, je crois, à faire, quoi. Il y a tout à l'heure, quand on a déjeuné, on a pris ton téléphone et tu nous as fait une démonstration Ouais. de comment tu fais pour lire des messages et pour, par exemple, cherche un article sur la greffe de l'œil. Tu saurais faire ça? Ouais. Tac. Ça capte ici ou... Ouais. Ouais, ça capte, ouais. Je vais- Donc en fait, raconte-nous ce que tu fais. T'es en train de... Alors, en fait, moi, j'ai une synthèse vocale sur le téléphone qui, en fait, quand je mets le doigt sur n'importe où sur le téléphone, me dit, bah là, par exemple, là, ça me dit charge de la batterie et ça me dit tout ce que je peux faire par rapport à cet endroit-là. Alors attends, regarde, mets-le près du micro pour qu'on l'entende bien, la vitesse à laquelle ça va. Vas-y, attends, j'arrête de parler, vas-y. Charge de la batterie, 56%. Coupure recharge en cours. Élément de la barre d'état. Balayer l'écran violet avec 3 points afficher les notifications. Balayer le avec 3 points afficher le centre de contrôle. Toucher 2 fois l'écran pour faire défiler le vélo. Donc en fait, tu disais la dernière fois que tu as lu le livre d'un copain qui est oncologue et que tu l'as lu en 10 minutes. Alors, il n'est pas oncologue, il est Ah, il est immunologue, ouais. Raconte-moi. Et en fait, donc j'ai pris le livre, j'ai une application sur le téléphone, donc que j'oriente. En fait, je place le téléphone au-dessus de la page. Le téléphone va capter la page et va me lire en fait avec la synthèse vocale du téléphone, bah, tout ce qui est marqué sur la page. Et à quelle vitesse, parce que là je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais toi tu comprends, quelle est la vitesse par rapport à la voix normale? Alors, C'est quoi, quand on... x3, x4? Non, en fait, quand en fait, c'est pas voix normale, c'est voix synthétique, du coup. Là, bon, moi, c'est iPhone. Du coup, c'est Siri qui est dessus. Et c'est Siri. Et là, c'est... Comment il s'appelle déjà? C'est VoiceOver. VoiceOver, en fait, c'est une application... Enfin, toutes les personnes qui ont un téléphone Apple l'ont, cette aide. Et d'ailleurs, bah, pour l'instant, j'ai essayé sur d'autres marques. C'est pas aussi efficace. Et donc tu dis que tu arrives à lire un livre en 10 minutes? Ouais, bah le livre en là. Après, si c'est Harry Potter, c'est un peu plus long. Mais ouais, en fait, l'idée c'est que je place le téléphone devant la page, il me lit tout ce qu'il y a marqué sur la page, et après, bah ainsi de suite, pour que je lise l'ensemble du livre. En fait, ça va à une telle vitesse et toi, tu arrives à enregistrer les informations malgré la vitesse à laquelle il dit, à Ouais. laquelle il parle? Oui, mais ça c'est pareil, c'est avec le temps. Parce que il y a quelques temps, j'aurais pas pu assimiler autant d'informations en si peu de temps. Et là, en fait, j'arrive à les assimiler. Mais c'est devenu en fait comme un automatisme. Parce que quand je fais une formation ou que j'apprends de nouvelles choses, en général, bah, si la formation dure la journée, je prends quelques notes dans la journée, mais j'en prends pas énormément. Et en fait, le soir, je me synthétise ce que j'ai appris de la journée. Et en fait, c'est le côté mémorisation qui rentre en jeu. Toi, en plus, tu as la mémoire de tout ce que tu as vécu enfant. T'as encore toutes les images comme ça ou c'est quelque chose qui s'est perdu en ayant perdu la vision? Alors, en fait, j'ai... comment dire? J'ai des flashs, on va dire, de quand j'étais gamin. Je me souviens hein, de pas mal de choses, mais c'est plus sur le côté... Il y a un truc, c'est ça qui est un peu bizarre, mais quand j'étais gamin, du coup, je voyais. Je voyais normalement, même plus que ce que je devrais. Mais quand je me souviens de ce que j'avais quand j'étais gamin, je me souviens avec la vue que j'ai maintenant. Ce qui fait que il y a peut-être des infos que j'ai oubliées. C'est pour ça que je sais pas comment le cerveau en fait interprète ça. C'est incroyable. C'est totalement incroyable. Et c'est pareil quand je rêve, pas quand je dors et que je rêve quoi. Ça m'est arrivé de faire des rêves où je conduisais. Et je conduisais sans problème de particulier de vue. Et ça, en fait, ça veut dire que le cerveau, il a vécu ça donc quand j'étais gamin, mais il l'a jamais vécu en conduisant. Donc je sais pas comment. C'est hyper tordu hein, comme truc. Non, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a des choses que tu... Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est surtout ça en fait. Je me souviens de mon enfance, mais il y a des trucs, il y a forcément des trucs que j'ai, mais des trucs que j'ai plus parce que je me souviens avec la vue que j'ai maintenant. C'est un peu les. La phrase est folle. Je me souviens avec la vue que j'ai maintenant. Elle est Ouais, folle, cette c'est phrase. ça, parce que j'ai les images en tête.
De plein de trucs, hein, mais ouais, je sais pas. Le visage de tes parents, t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une sœur, j'ai une petite sœur. Mais en fait, c'est pareil, hein, je me souviens de son visage, mais pour moi, son visage entre quand je voyais bien et maintenant, il a pas changé. Enfin, il a pas changé. Il a pas, comment dire, je le vois pas différemment. Alors que ma vue, elle est pas du tout pareille. Complètement C'est dingue. pour ça que j'ai pas l'image de départ en fait. Je pense qu'il y a une info que j'ai pas. Mais bon. Alors, on a un petit rituel ici chez Préface, mais je suis un peu emmerdé parce que je sais pas comment on va le faire. À la fin de chaque épisode, je te montre ici. Je l'ai mise un peu loin pour le coup. Hop. On a une petite boîte. Regarde, si tu prends ta main là, ouais. Exactement. On a une petite Yes. boîte. À l'intérieur de cette boîte, en fait, il y a des lettres de tous les invités qu'on a eu avec nous. Et notre idée, c'est de connecter un lien de créer un lien entre toi ou nos invités et une personne qui regarde le podcast, qui a besoin d'un déclic, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un coup de boost, qui a 2 doigts de changer sa vie et qui a besoin d'un petit coup de pouce et de quelque chose de personnel. Et on demande à nos invités d'écrire une lettre à cette personne de manière très personnelle pour lui donner un coup de boost. Comment est-ce qu'on va faire ça tous les deux maintenant ? Alors, est-ce qu'il faut que je l'écris maintenant la lettre? Idéalement, ouais. Mais je peux t'aider. On peut trouver quelle peut Ouais. être la solution. En fait, moi je peux te la dicter. Ah ben on va faire ça. À la limite, je peux te la dicter et puis tu l'écris sous la dictée. Parce que je peux écrire, hein, mais le problème c'est pas d'écrire ou quoi. Je suis pas sûr que la personne elle arrive à la lire derrière. Bon Max, je te remercie infiniment. Bah, en tout cas, merci d'être beaucoup venu pour jusqu'à l'invitation. nous. Hein, c'était top. C'était vraiment top. Merci Max, merci beaucoup. Belle expérience, ouais. Cet épisode touche à sa fin. Et comme je vous le disais au milieu de l'épisode, si vous aimez ce que vous venez de regarder ou d'écouter, un abonnement peut tout changer. Il y a donc la petite cloche subscribe juste en dessous. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus le podcast rayonne. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos amis, à vos proches, aux gens à qui vous pensez quand vous regardez cet épisode de préface. Un grand merci et à bientôt pour un nouvel épisode.